Allez, 3, 2, 1, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Qui l'eût cru podcast pour le premier podcast. Aujourd'hui j'ai un invité d'exception, il s'appelle Abel Oyoa, c'est un champion de bodybuilding au naturel. Et donc nous avons eu l'occasion de nous rencontrer lorsque je travaillais comme responsable animation sur un grand camping dans le sud de la France. Et il venait régulièrement en vacances avec sa petite famille et on s'est rencontrés comme ça à la salle de musculation puisque c'est un grand passionné de fitness et on a eu l'occasion de s'entraîner un peu ensemble. Naturellement, ce n'est pas le même niveau. Là, on parle d'une classe internationale, moi étant un petit pratiquant, faisant de la musculation juste pour son plaisir personnel. Alors, bonjour Abel, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Alors salut Gilles, ça va très très bien et puis je suis très très heureux de faire ce podcast avec toi. Effectivement ça fait longtemps qu'on se connaît donc ça peut être un plaisir. Alors pour parler de moi, je vais commencer par mon parcours sportif. Alors moi j'ai commencé le sport à l'âge de 7 ans, principalement avec les arts martiaux, donc le karaté, que j'ai fait jusqu'à peu près l'âge de 17 ans et puis jusqu'à la ceinture marron. Et ensuite, j'ai voulu un peu plus de contact, donc j'ai été faire du full contact suite à ce que j'ai pu voir avec Jean-Claude Van Damme. Et après le full contact, j'ai voulu un peu plus de contact, donc j'ai été après au kickboxing, puisque là, les coups de pied sont portés aussi en dessous de la ceinture avec les low kicks et les middle kicks. C'est ça, tout à fait. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire un peu les deux. Quand j'étais en Guadeloupe dans les années 80, j'avais fait un peu de full contact. Et ensuite, environ 10 ans derrière, j'ai fait du kickboxing avec ma fille, qui est bien plus douée que moi en kickboxing. Et puis, j'ai pas continué parce que, suite à diverses blessures que j'ai eues, notamment des crochets, parfois j'ai eu la mâchoire bloquée, j'ai eu des douleurs à la nuque, je me suis dit, bon allez, c'est bien entre 20 et 30 ans, ensuite il faut savoir un peu raccrocher les gants, comme on dit. Et c'est vrai que je me tourne davantage vers tout ce qui est yoga, méditation et puis musculation, fitness, qui correspondent davantage à mon évolution personnelle. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a initialement attiré vers le bodybuilding naturel? Pourquoi t'es-tu orienté vers cette branche? Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai commencé la musculation? Parce que j'ai eu une subluxation de l'épaule gauche en faisant les arts martiaux justement. Et une fois que c'était un peu plus résorbé, là on m'a conseillé de faire de la musculation pour renforcer un petit peu tout ça. Et ensuite est arrivée la vie active. Et avec la vie active, les horaires d'entraînement des arts martiaux ne correspondaient plus. Donc c'est là que je me suis un peu plus mis à la musculation et finalement la musculation est devenue mon sport principal. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours dans le monde du bodybuilding jusqu'à présent? C'est-à-dire ton parcours professionnel? Alors le bodybuilding, déjà comment est-ce que j'y suis arrivé? J'y suis arrivé parce que vers l'âge de 40 ans en fait j'ai eu ma séparation et il me fallait quelque chose pour motiver parce que j'étais quand même un petit peu abattu et je me suis dit on va tenter la compétition. Et comme première compétition, qui normalement devait être l'unique compétition, j'ai choisi le top de Colmar parce que le top de Colmar, je me suis dit j'ai aucune chance de gagner donc zéro stress. D'accord. Et c'est ça. Quand il n'y a pas de pression comme ça, forcément il n'y a pas de stress. Et quand j'étais à cette compétition-là, il y a eu les responsables de l'association avec laquelle je suis maintenant, qui est l'AFBBN, donc Association de Fitness et Bodybuilding Naturel, qui ont repéré que j'étais naturel et qui sont venus me voir après la compétition pour me proposer de concourir avec eux.
chose que j'ai fait. Excuse-moi de te couper, et ils ont repéré que tu étais naturel. Sur quels critères ils ont pu établir que tu étais naturel vis-à-vis des autres compétiteurs? Alors déjà par rapport au volume musculaire, et même moi quand j'étais sur scène, déjà même dans les backstage, je voyais les gens s'entraîner, enfin s'échauffer, et je me disais, lui, il est pas dans ma catégorie, il est au-dessus. Sauf que une fois sur scène, il était à côté de moi. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, alors que j'étais en moins de 80 kilos et mon poids était à 79,9. Ah oui. Donc celui qui était à côté de moi, je me disais forcément, il devait être au moins à 82, 83. Mais non, en fait, il était aussi en moins de 80. Voilà. Donc l'apparence physique, par rapport à ça, voilà, ils ont vu que effectivement, j'étais naturel. D'accord. Alors, tu dis que finalement, ce compétiteur qui était à côté de toi avait à peu près le même poids de corps. Et qu'est-ce qui différenciait ce côté d'être beaucoup plus sec, les veines qui ressortent plus, des volumes plus prononcés? Non, ouais, c'est plus le volume, plus le gab. Le gab, en fait, le volume par rapport au poids de corps. Tout ce qui est définition, veine, ça, quelqu'un qui n'est pas dopé peut l'avoir à partir du moment qui se donne beaucoup de mal et puis qui fait vraiment une bonne sèche. Ça, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est vraiment, en fait, le volume. Quelqu'un comme moi, je fais 1m74. Quelqu'un qui fait 1m74, jamais en naturel pourra faire 90 kg sec, voire 110 kg sec. En naturel, même moi, tu vois, quand je suis sec, là je fais 1m74, quand je suis sec, prêt à être en compétition, je suis aux alentours de 79. Voilà. D'accord. Alors, dis-moi, quelles sont les principales différences que tu pourrais évoquer entre le bodybuilding naturel et le bodybuilding traditionnel que l'on voit dans les magazines? Le volume, déjà, le volume musculaire. Comme j'ai dit, quelqu'un qui est naturel ne peut pas avoir un poids de corps sec comme certains, comme les autres bodybuilders. Il y a ça. Après, il y a souvent des choses qu'on détecte aussi chez certains athlètes, c'est la gynécomastie. Donc là, ce sont les seins qui commencent à pousser chez les compétiteurs, justement. Donc il y a ça. On peut aussi voir les os plats qui continuent leur croissance, donc les os du bassin, les os de la mâchoire, ainsi de suite. Et puis après, ce qui est aussi souvent, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le ventre qui est un peu ballonné parce que tout ce qui est organe interne continue aussi sa croissance. Ah oui, tu veux dire carrément que les organes, comme les intestins, que ce soit le côlon, le pancréas, le cœur, etc., continuent à... C'est ça, c'est plus les organes, c'est le foie, c'est le pancréas, ouais. C'est les poumons, c'est la rate, tout ça en fait, surtout quand on prend l'hormone de croissance, ça continue la croissance justement. Alors quand tu parles des hormones de croissance, ce sont les HGH, celles qui sont produites par la sphère entre l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est ça? Rien à voir avec la DHEA qui est produite à partir des glandes surrénales. Non, absolument pas. Et là, c'est vraiment quand on amène une quantité en exogène. Là, bien effectivement, sûr. Ouais. Donc ça perturbe complètement les sécrétions endogènes de HGH, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc à partir de ce constat, on peut dire que finalement prendre ces produits, ça va considérablement réduire ton temps de vie sur Terre. Ah oui, puisque ça accélère le processus, en quelque sorte. De catabolisme, d'anabolisme et de catabolisme en même temps. En fait, ça réduit le catabolisme et ça augmente l'anabolisme. Oui, mais à un moment donné aussi, si ça accélère le vieillissement, à un moment donné aussi, ça va avoir un impact sur le catabolisme. Ça c'est plus une fois que les gens arrêtent. Mais d'accord. Tant que tu es toujours dedans, ça maintient justement, ça évite au maximum le catabolisme. D'accord. Et ça favorise l'anabolisme. C'est d'ailleurs ce qui fait à ce qu'ils prennent beaucoup plus de volume. Parce que quelqu'un qui est naturel, il dégrade beaucoup des protéines. Et derrière, quand il s'entraîne et qu'il mange des protéines, il faut d'abord qu'il compte ce qu'il a perdu avant d'en construire. Bien sûr. Quelqu'un qui prend l'hormone de croissance, il a beaucoup moins à combler puisqu'il en perd pratiquement pas. Donc tout ce qu'il prend à chaque fois, c'est en plus. Voilà, c'est un peu l'antonyme de la bonne santé, quoi. C'est dommage, c'est vraiment la course à la performance contre finalement quelque part le bon sens. Ouais, c'est ça. Bien, alors comment tu gères la compétition tout en maintenant un mode de vie sain et naturel? Comment tu gères ça au quotidien? Alors moi, en fait, pour moi, c'est devenu maintenant, un mode de vie.
Quand je mange ou quand je fais quelque chose, en fait, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est pas une contrainte pour moi. Donc ce qui fait que le matin, par exemple, je mange pratiquement pas de glucides. Les glucides, je les incorpore seulement à partir de midi. Comme ça, ça m'évite le coup de pompe qu'il y a souvent à 10 heures. Et puis ça évite surtout de solliciter trop l'insuline. Effectivement, les taux de cortisol sont très élevés le matin. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, ça c'est mon chemin personnel, que je fais du jeûne, je ne mange pas le matin. Mais si je devais prendre un petit déjeuner le matin, ça serait davantage tout ce qui est des œufs brouillés avec de l'avocat, c'est-à-dire des protéines et des corps gras, mais surtout pas de glucides le matin. C'est vrai que au départ, ça va donner un coup de flèche, et puis une heure, 2 heures après, c'est le coup de pompe, et tu dois traîner jusqu'à midi, 1 heure d'après-midi, donc c'est très compliqué. Et je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant que je ne prends pas le petit déjeuner. Pour moi, ça a été vraiment un bon quantique dans le développement personnel en termes d'énergie. Ouais. Alors, dis-moi, quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant que bodybuilder à un âge avancé? Parce que maintenant, tu as 48 ans, on dirait pas, mais tu as 48 ans et une forme olympique. Exactement. Alors, les difficultés, c'est souvent le fait d'être avec des jeunes, justement, dans la salle, et s'entraîner. Et puis, il y a souvent les regards des jeunes et tout ça. Mais sinon, après, difficulté, je pense pas avoir des difficultés parce que je me suis toujours entraîné. Et ce qui fait que je me suis adapté en quelque sorte à mon âge avancé. Et là, j'ai la possibilité de toujours bien m'entraîner, d'avoir de bons résultats. Ce que je me disais, ce que je me dis toujours, c'est que on dit souvent, si les vieux pouvaient et si les jeunes savaient. Moi, j'ai cette chance de savoir et de pouvoir. Donc, j'en profite. Donc tu as le beurre et l'argent du beurre, c'est fabuleux. Alors ce qui est extraordinaire, c'est vrai que tu continues, et ça on va y revenir par la suite, à prendre malgré tout de la masse musculaire qui va un peu à contresens de ce qu'on dit généralement. On dit bon, tu vas prendre beaucoup de masse musculaire jusqu'à 30 ans, voire 35, 40 ans, après tu descends. Et toi apparemment c'est un peu l'effet inverse. Est-ce que c'est correct? Alors l'effet inverse, oui et non, parce que ce qui se passe surtout, c'est que les années précédentes, quand je faisais des compétitions, je donnais aussi des cours collectifs. Donc tout ce qui était STEP, tout ce qui était RPM, donc c'est des cours sur vélo, cours collectifs sur vélo. Je faisais aussi du body pump, donc ça c'est la musculation en cours collectif avec la musique. Je faisais tout ça, donc ce qui fait que ça me faisait quand même faire pas mal de cardio. Donc quand je faisais ma sèche, ça prenait aussi pas mal. Là, pour d'ailleurs la prochaine compétition que je prépare, là, j'ai fait toute ma sèche sans faire de cardio. J'ai fait du cardio pendant ma prise de masse, mais pendant ma sèche, je n'ai fait aucun cardio. J'ai juste régulé mon alimentation. Et ce qui fait que actuellement, je suis à peu près à 2 kilos plus lourd que quand je faisais ma sèche avant avec le cardio. Alors tu viens de mettre en lumière un point qui est important, que finalement la perte de poids c'est avant tout l'alimentation. Tu auras beau faire beaucoup de cardio, mais si l'alimentation n'est pas bien établie, bien équilibrée, eh bien je crois que ça sert pas à grand chose, il me semble. C'est ça. C'est l'alimentation. En fait, quand on veut perdre du gras, il faut brûler de l'énergie. Donc soit on brûle de l'énergie, effectivement on fait beaucoup de sport, mais dans ce cas-là c'est sans modifier son alimentation par rapport à avant. Ou alors on décide d'avoir plus de bénéfices et dans ce cas-là, on fait du sport, on brûle beaucoup d'énergie, mais dans ce cas-là, on réduit aussi son alimentation, ses calories en quelque sorte. D'accord. C'est-à-dire que là, tu travailles davantage sur les calories que la composition de l'assiette en elle-même? Ou bien... Je travaille sur les deux. Sur les deux. En fait, j'ai les calories que je dois manger et dans ces calories-là, il y a ce qu'on appelle la répartition des macros. Donc lipides, protéines et glucides. Voilà. Et c'est aussi avec ça que je joue. Est-ce que je sais qu'en tant que bodybuilder, souvent, et ça revient constamment, c'est vrai que c'est très important les macronutriments, comme tu dis, les protéines, le rapport protéines, lipides, glucides. Mais est-ce que tu t'intéresses également à tout ce qui est micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est le complexe de vitamines liposolubles, hydrosolubles, les acides aminés, c'est sûr parce que ce sont les protéines, mais également tout ce qui est plantes adaptogènes, comme l'ashwagandha, la maca, etc., qui peuvent aider le sportif. Est-ce que toi, tu t'intéresses un peu à ce côté de la nutrition? Alors, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est vitamines, donc tout ce qui est B12, tout ce qui est aussi calcium, tout ce qui est... qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le zinc qui est important. Mm-hmm. Tout ça, c'est important dans la contraction musculaire.
Il y a le magnésium aussi qui est important. Alors, tu prends des compléments vis-à-vis de ça, des compléments en oligo-éléments, en minéraux Tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du plasma de Quinton? Absolument pas. Alors c'est très intéressant le plasma de Quinton parce que c'est de l'eau de mer qui est puisée dans des vortex sous-marins. C'est un peu la rencontre de plusieurs courants très puissants. Et ces courants sont chargés en phytoplancton. Et le phytoplancton va capter, si tu veux, les minéraux qui sont originellement inorganiques pour nous, c'est-à-dire les minéraux qu'on trouve directement dans l'eau de mer. Et par le processus de photosynthèse, eh bien, ces minéraux deviennent bioassimilables pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons des organes hétérotrophes, tandis que le phytoplancton ou bien les plantes, ce sont des organes autotrophes. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que je prends tous les matins du plasma de Quinton à jeun, parce que dans le plasma de Quinton, tu as à peu près les 82 minéraux oligo-éléments sous une forme ionisée, hautement bioassimilable. Alors, si tu veux prendre des suppléments naturels en minéraux oligo-éléments, je te conseille très fortement le plasma de Quinton. On le trouve chez Biocop et la bouteille d'un litre, ça fait à peu près dans les 19 €, 19,70 €, enfin bref. Et généralement, ça va durer 3 semaines, donc c'est pas trop cher. Voilà, je t'enverrai le lien vis-à-vis de ça. Ouais, j'essaierai et puis je te dirai comment est-ce que je me sens. Voilà, je me suis dit dans le milieu du bodybuilding, ils ne doivent pas trop connaître le plasma de Quinton. Alors, il faut savoir que tu n'es pas seulement un compétiteur, mais tu es également un organisateur de concours de bodybuilding naturel. Est-ce que tu peux nous en parler davantage en détail? Alors, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les responsables de l'association de fitness et bodybuilding naturel, donc l'AFBN, qui sont venus me voir au Tom de Colmar. J'ai fait des compétitions avec eux. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au bureau de cette association et à donner à faire quelques critiques, mais des critiques constructives dans le sens où j'amenais justement la solution par rapport à ma critique. Et progressivement, je suis rentré dans l'organisation comme ça avec eux des compétitions. Et puis depuis l'année dernière, d'ailleurs, je suis vice-président de cette association. Et je continue toujours à organiser des compétitions. C'est fabuleux. Combien de membres dans cette association internationale de bodybuilding naturel? Alors les chiffres exacts, je ne saurais pas te les donner. Maintenant, je sais que par exemple, là on a une compétition justement qu'on organise le 18 mai, qui sera au Perrin-en-Yvelines. Pour l'instant, on est à peu près autour de 200 athlètes. Ah oui, c'est quand même énorme. 200 athlètes qui vont donc concourir dans différentes catégories de poids qui commencent quoi, à 60 kilos? En fait, il y a des catégories de poids en fonction de la taille, donc le ratio. Cette année, on n'a pas mis de catégorie de poids. Il y a juste des catégories d'âge et après les catégories de poids, ce sont des ratios en quelque sorte. D'accord. Dis-moi, en quoi consiste exactement ton rôle au quotidien en tant qu'organisateur et vice-président de cette fédération? En quoi tu vas agir quotidiennement dans l'évolution de la fédération? Alors, mon rôle, c'est déjà premièrement de prendre soin des athlètes, parce que les athlètes, faut bien les encadrer, il faut leur retirer un maximum de stress. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Quand ils demandent des informations, on essaie de leur répondre assez rapidement. Ensuite, c'est téléphoner et puis regarder aussi, envoyer des mails pour avoir des salles, pour trouver des salles pour les futures compétitions. C'est ça, c'est aller visiter les salles, voir si elles correspondent justement aux critères d'une compétition. Il y a ça, et puis après, il y a d'autres choses comme tout ce qui est gestion du stock du matériel qu'on utilise. Ah oui, d'accord. Finalement, le plus compliqué dans ton travail de vice-président de cette fédération, c'est probablement de trouver des salles, de trouver des lieux, de convaincre des gens, peut-être dans d'autres pays. Ça doit être relativement compliqué à mettre en place tout ça, non? Alors pour les autres pays, c'est pas nous qui nous en occupons. En fait, nous sommes alliés en fait à une compétition internationale, une fédération internationale, autant pour moi, qui est ICN pour High Compet Naturel. D'accord. Donc la fédération, la FBBN, est affiliée à cette fédération. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et donc dans chaque pays, dans plusieurs pays, il y a justement la fédération locale ou l'association locale qui est affiliée à cette même fédération internationale.
Et cette fédération internationale a son siège aux États-Unis? Non, elle a son siège en Australie. Ah oui, carrément, l'Océanie. C'est ça. Et d'ailleurs, cette année, les championnats du monde se passent là-bas, au mois de novembre. En naturel, naturellement. C'est ça, naturel. Alors, dis-moi quels sont les critères que tu utilises pour juger une compétition de bodybuilding naturel lorsque tu es là en tant que vice-président. Parfois, tu n'es pas là en tant que compétiteur, mais peut-être que tu fais partie du jury, je suppose. Et lorsque tu fais partie du jury, eh bien, en quoi tu vas tout simplement évaluer les critères des participants? Alors, quand ce sont des compétitions AFBM, donc en France, moi, je ne suis absolument pas jury. Je suis plutôt dans tous les sens pour essayer de gérer les petits tracas de l'organisation. Mais quand je vais à l'international, du coup, je m'occupe pas de l'organisation. Et là, effectivement, je fais jury. Les critères, souvent, la première chose qu'on regarde chez un athlète, c'est déjà l'apparence physique, c'est l'harmonie. Donc, il faut que son physique soit harmonieux. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre le haut, le bas, et l'avant et l'arrière. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Ensuite, on regarde la symétrie. Donc, il faut que les deux bras, les deux épaules, les deux jambes soient exactement pareils. Et après, on bascule sur le galbe. Le galbe, il faut qu'il y ait du volume quand même. Et nous passons ensuite par la sèche, parce que la sèche, c'est quand même l'un des principaux critères du bodybuilding. C'est ce qui définit justement un bodybuilder par rapport à quelqu'un qui ne fait pas du bodybuilding. Donc, il y a la sèche. Et pour finir, c'est l'expression scénique aussi. Et l'expression scénique, oui, c'est vrai que lorsqu'il y a un beau posing avec une belle musique, ça peut apporter une dimension réellement supérieure à une prestation. Alors, tu nous parles de sèche. Comment un bodybuilder va préparer sa sèche avant une compétition? Alors, ça dépend souvent on va dire de la masse grasse à perdre. Quelqu'un qui a à peu près 2 kg de masse grasse à perdre, il commencera sa sèche beaucoup plus par quelqu'un qui a 10 kg de graisse à perdre. Tu vois, c'est ça qui définit. Moi, généralement, quand je fais une prise de masse, j'évite d'être au-dessus de 13% de masse grasse. Parce qu'au-dessus de 30% de 13%, après, il y a les hormones qui sont un petit peu modifiées. Donc, on commence à sécréter un peu plus d'œstrogène et un peu moins de testostérone. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester toujours autour de 12-13% grand maximum. Et donc, du coup, moi, quand je fais une sèche, là, avant de commencer ma sèche, j'étais à 84 kg. Là, actuellement, avant ma compétition, je suis à 80 kg. Voilà. Et j'ai commencé au début février. D'accord, ok. Bon, là, ça rame un tout petit peu. C'est apparu sur l'écran qu'il y avait un petit problème de réseau ici. Désolé, mais bon, on fait avec. Hein. C'est vrai que hier, on a fait un essai. Ça passait super bien hier. Mais bon, ça, c'est un peu les aléas d'Internet. Parfois, les réseaux sont pas excellents. Ça dépend de la journée, ça dépend du nombre de personnes qui sont connectées, etc. Est-ce que tu pourrais me parler vraiment en détail de l'importance de la nutrition dans la préparation d'une compétition de bodybuilding naturel? Alors, quelles sont vraiment les règles pour toi qui sont phares, les règles phares de la préparation d'une bonne nutrition pour une compétition? Alors, une bonne nutrition pour la compétition, c'est déjà d'utiliser au maximum les effets de l'alimentation sur l'organisme. Dans le sens où les glucides font sécréter beaucoup d'insuline. Okay. L'insuline, c'est une hormone anabolisante, donc qui construit. Et si on l'utilise l'insuline en dehors de l'exercice, on va plus construire du gras. Alors que si on l'utilise pendant l'exercice, là on construit du muscle. D'accord, donc elle a un effet anabolisant parce que l'insuline avant tout c'est la porte d'entrée du glucose au sein des cellules, hein, et c'est ça. Le glucagon étant l'opposé. Et donc c'est également une hormone qui est produite par le pancréas, donc une hormone qui aurait un effet anabolisant durant l'entraînement, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle aussi l'IGF-1, qui est similaire à l'insuline, bien sûr, et qu'on sécrète à partir du moment qu'on commence à faire l'activité physique, principalement de l'hypertrophie. Voilà. Donc ça, les glucides sont vraiment à utiliser autour de l'entraînement. Donc avant, si possible pendant et après. Ouais, l'IGF-1 qui est un peu l'insuline-like factor 1.
Voilà, C'est ça. j'en avais parlé d'ailleurs durant un short et dans mon livre que j'avais écrit l'année dernière, je parle un peu de l'UJF1. Comment tu gères l'équilibre entre ta carrière de compétiteur, celui d'entraîneur et celui d'organisateur? Parce que tu es également un entraîneur professionnel. Tout à fait. Alors, j'ai pas parlé de mon activité principale professionnelle, Bien sûr. mais Vas-y. je suis aussi dans la sûreté ferroviaire, où ce que j'occupe un poste de moniteur d'intervention professionnelle Mhm. et de moniteur de tir. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des horaires de bureau. Donc souvent, je fais 9h-17h. Je fais une partie administrative, une partie où ce que je fais mes cours, et puis après une partie administrative pour faire pour rendre compte en fait du cours que j'ai donné. D'accord. Généralement, je finis aux alentours de 17h. Ça me laisse le temps d'aller à la salle, à peu près 1h30, 2h. Et à l'issue, là, je m'occupe des gens que je suis. Alors, à savoir que maintenant, je ne suis plus les gens physiquement depuis le Covid. Alors, on s'est tous adaptés. Ah oui, Et bien maintenant, sûr. c'est plus des suivis à distance. Donc, les suivis à distance, c'est quoi? C'est je donne un programme d'entraînement et un plan alimentaire à la personne que je suis. Et de temps en temps, on fait des visios d'entraînement où la personne met son téléphone sur un trépied avec son casque et puis moi je suis derrière mon écran et puis je lui donne les indications à modifier sur les exercices et tout ça, quoi. Ça, j'ai souvent remarqué à la salle, c'est des gens qui ont un trépied avec un portable. Et moi, au départ, je pensais qu'ils faisaient ça pour faire des stories sur Instagram, etc. Ils me disent, non, 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 j'ai mon professeur qui me suit en direct. J'étais, ah ouais, ouais, mais non, ça se passe comme ça. Mais non, c'est vrai qu'il y a une véritable évolution de l'enseignement des sports et de diverses activités depuis l'événement du Covid. Et c'est vrai que tout ce qui est visio en direct, c'est devenu populaire parce qu'avant, les visios, ça concernait surtout les entreprises, c'était en business to business. Et maintenant, ça a évolué vis-à-vis du Covid. Comme quoi, dans les malheurs, il y a toujours parfois des choses qui sont positives. Et donc, toi, ça te permet finalement de pouvoir exercer ton métier sans avoir à te déplacer de chez toi. C'est ça. Et surtout à distance, parce que quand c'est en présentiel, il y a des gens qui sont tellement loin que je ne pourrais pas toucher. Alors que là, justement, avec le système de visio et tout ça, j'ai même coaché une personne qui, une fois, qui était aux Émirats Arabes Unis. Ah ouais? J'ai coaché je coach des gens qui sont en Angleterre. Donc, c'est l'avantage de ça. T'arrives à coacher en anglais, ça va? Ou bien ce sont des Français qui vivent sur le sol anglais? Alors, celle qui a été aux Émirats Arabes Unis, c'était en anglais. Mhm, Donc, j'ai pas tout le vocabulaire, mais j'arrive à me débrouiller. mhm. Et celle qui est en Angleterre, c'est quelqu'un qui est francophone, donc ça va. Mais pour me forcer à travailler l'anglais, justement, j'essaye quand même de parler anglais de temps en temps. C'est vrai que c'est une perspective qu'on n'aurait pas imaginée il y a 5 ans en arrière, de donner, à partir de la France, de donner un cours de gym en direct aux Émirats arabes, quoi. C'est complètement lunaire, hein, cette évolution de l'enseignement du sport à distance. Alors dis-moi, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer dans le bodybuilding naturel? Déjà de choisir la bonne association ou la bonne fédération. Et puis surtout, si c'est quelqu'un qui commence, d'être patient. Principalement, comme par exemple moi, j'ai fait une prise de masse jusqu'à l'âge de 40 ans, parce que ma première compétition c'était à 41 ans. Et j'ai commencé la musculation à 17 ans, donc de 17 ans à 40 ans, c'était vraiment une prise de masse. On peut assimiler ça à une prise de masse parce que je n'avais pas fait de sèche. Et ce qui fait d'ailleurs que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à 80 kg sec pour 1m73. Ah oui. Je pense que si j'avais commencé des sèches plus tôt, ça se trouve, je serais sec aux alentours de 72, 73 kg. Voilà. Donc c'est être patient, construire du muscle, et une fois qu'on a construit du muscle, là après on peut entamer une sèche. Ne pas se dire, allez, je vais faire une compétition dans 6 mois, et puis on attaque directement une sèche, et du coup sur scène, on paraît plat et pas assez galbé. C'est un peu le malheur malheureusement des nouvelles générations, c'est qu'ils veulent tout avoir tout de suite. Et ça, c'est un peu l'effet des réseaux sociaux où on scrolle en permanence. Tout va vite, on va avoir une information, c'est instantané. Et souvent, les jeunes ils s'imaginent que ouais, en 6 mois, je vais pouvoir construire un super physique pour l'été. Et ça se passe pas comme ça. Généralement, on est bien d'accord, il faut environ 10 ans pour construire un super physique. C'est ça. Après, il y a aussi souvent ce qui leur donne aussi cette idée, ce sont les programmes qu'on vend souvent, retrouvez vos abdos en 3 semaines.
C'est assez, voilà quoi. Non seulement il y a ça, mais aussi il faut savoir que le muscle naturel est beaucoup plus mûr avec l'âge. Quelqu'un qui a comme moi par exemple, moi là j'ai 48 ans, quelqu'un qui a 48 ans, ben, son muscle est plus mature, il est plus affiné, plus défini que quelqu'un qui a 25-30 ans. Bah oui, c'est logique, avec toutes les années de travail, tu as aussi développé des nouvelles... enfin, ouais, tu vas solliciter d'autres fibres musculaires qui sont plus en profondeur, etc., qui vont apporter du galbe et de la définition. Dis-moi, quelle est ton approche en matière d'entraînement pour tes clients par rapport à ta propre routine d'entraînement? Quelle est ton approche? Alors, moi, je me base beaucoup effectivement sur mon passé de pratiquant. Quand j'ai quelqu'un maintenant, je me suis spécialisé vraiment dans tout ce qui est hypertrophie ou alors comment dire changement de la composition corporelle. Quelqu'un qui veut perdre du gras mais en construisant du muscle. C'est vraiment dedans que je suis assez performant. Quelqu'un qui vient me voir maintenant pour me dire je veux juste perdre du gras mais sans prendre du muscle, je lui dis ça c'est pas pour moi et je l'envoie souvent chez les collègues, chez les confrères. Donc tu as un objectif bien précis vis-à-vis de tes clients et tu n'es pas là pour faire à tout prix de l'argent mais avant tout apporter des résultats. C'est bien ça le message? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et pour même te dire, généralement avant de prendre quelqu'un, j'ai un entretien. Pendant l'entretien, j'arrive à détecter sa motivation. Si je sens que la personne n'est pas vraiment motivée, je lui dis c'est pas pour moi. Moi je ne suis pas charlatan et je me dis que la vérité. Voilà. Je préfère ne pas prendre quelqu'un et que la personne parle mal sur moi en lui ayant dit la vérité, plutôt que de lui mentir et que la personne parle sur moi, parle mal sur moi en lui ayant menti justement. Voilà, ouais, t'es un peu comme moi. Généralement quand je passe sur une action, si je vois qu'une personne n'est pas trop motivée, etc., généralement je préfère laisser tomber parce que après ça peut devenir un peu compliqué. Hein. C'est vrai que entre vouloir faire une chose, passer à l'action, c'est un monde complètement différent et bon, c'est pas toujours évident, hein, ça peut faire peur parfois. Dis-moi, comment vois-tu l'évolution du paysage du bodybuilding naturel dans les années à venir? Alors, moi j'espère grâce aux réseaux sociaux justement que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Ben, d'ailleurs ça peut se voir avec notre association. Quand l'association a commencé, il y avait à peu près, on va dire 70 personnes, 70 athlètes qui venaient concourir. Avant le Covid, nous étions 200 athlètes. Et d'ailleurs, ça nous a surpris parce qu'on a été submergés en fait par le succès. Et ça nous a fait très très plaisir. Et cette année, ben, c'est la deuxième année post-Covid en quelque sorte. On est en 2024, il y avait 2023 où on sortait de 2022 où il y avait encore un petit peu le Covid. Donc 2023, on avait fait déjà un bon nombre d'athlètes qui était à peu près aux alentours de 180. Cette année, les inscriptions sont encore ouvertes et nous avons déjà dépassé les 200 athlètes. Ah, c'est incroyable. Donc, voilà, j'espère justement que ça va évoluer en mieux. Bah, disons que les réseaux sociaux ont aussi des côtés positifs comme des côtés négatifs. Les côtés négatifs, c'est que beaucoup de jeunes s'imaginent en suivant des influenceurs qui ont déjà un sacré niveau en bodybuilding, que c'est facile ou qu'avec un peu de travail on peut devenir comme ça. Et certains de ces influenceurs prennent des produits dopants et ça se voit tout de suite. Donc c'est pas toujours la meilleure des images, mais d'un autre côté, on voit aussi énormément de jeunes sportifs qui eux ont inclus dans le bodybuilding une approche complètement nouvelle, complètement novatrice, à savoir que c'est un espèce de package. On va avoir la musculation avec peut-être ce côté un peu crossfit ou bien cette musculation au poids du corps, un mélange de plusieurs formes de développement du corps. Et à côté, on va avoir du yoga, de la méditation, les bains froids, le sauna, la reconnexion à la terre pieds nus. Et je trouve que cette nouvelle génération est très intéressante à ce niveau-là et je pense qu'elle va vraiment influencer grandement l'évolution du sport dans les années à venir. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Ben, c'est l'avantage, des réseaux sociaux, c'est que on a accès à beaucoup de choses, mais sans se déplacer. Donc du coup, ben, ça ouvre beaucoup plus de portes et beaucoup plus aussi on va dire, les yeux en fait des gens qui cherchent à pratiquer une activité physique. Donc ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est bain froid, tout ce qui est bain glacé,
tout ce qui est un peu aussi développement au poids du corps. Qu'est-ce que tu penses de cet univers? C'est, on va dire, ce sont de bons univers, mais après, il faut savoir, enfin, moi, c'est ma philosophie, c'est que chaque activité, en fait, a comment dire, a ses objectifs. Donc, je peux pas dire à quelqu'un qui fait du poids de corps, je peux pas aller le voir et puis lui dire, tu prendras jamais du muscle comme ça, parce que ça se trouve, c'est pas son objectif. Peut-être que lui, il veut juste se tonifier, il veut juste se faire plaisir. Donc, c'est une bonne chose. À partir du moment que quelqu'un bouge, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui va faire des bains froids, déjà les bains froids, ben, c'est bon pour la récupération puisque ça joue avec la vasoconstriction. Donc ça c'est pas mal. Et puis voilà quoi. Il y a plein d'activités et il y en a pour tout le monde, pour chacun. Bon, bah, c'est super. Dis-moi, quel est le plus grand mythe sur le bodybuilding naturel que tu aimerais tout de suite maintenant dissiper? Le plus grand mythe sur le bodybuilding naturel. Le plus grand mythe, c'est de penser que c'est facile. Ah bon? Dans le sens où, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui se réveillent 6 mois avant une compétition, ils se disent parce que c'est naturel, ils vont pouvoir y arriver. Il y en a d'autres qui l'ont fait, donc moi aussi je vais pouvoir le faire. Mais c'est pas en 6 mois, en 6 mois en fait qu'on peut être prêt. Il y a souvent des gens qui font 10 ans de musculation et qui, à l'issue de ces 10 ans-là, se disent ok, je vais faire une compétition naturelle. Et ça se voit tout de suite sur scène. Les gabarits sont pas les mêmes. Et puis voilà quoi, c'est ce que je retiens. Donc chi va sano va piano et lentano. Comment maintiens-tu ta motivation et ta détermination au fil des ans? Parce que là tu as 48 ans, ça fait quand même un moment que tu as commencé la musculation sur le tardif, on va dire en professionnel, mais qu'est-ce qui te maintient cette motivation au quotidien? Et maintenant, cette motivation, c'est le plaisir. Le plaisir, mais aussi le fait de me retrouver moi-même. Parce que quand je m'entraîne, ben, je me mets dans ma bulle. Je me mets dans ma bulle, je rentre en quelque sorte, ce qu'on avait dit, je rentre en quelque sorte en méditation avec moi-même. Quand je fais un exercice, je me concentre sur mon muscle, j'essaie d'envoyer un maximum d'influx nerveux dans mon muscle. Donc ça me permet vraiment de reconcentrer sur moi et de faire un vide complet, quoi. Et c'est intéressant ce que tu viens d'approcher, c'est que finalement, beaucoup de personnes s'imaginent que la méditation, c'est se mettre dans la position du lotus, quelque part dans un endroit complètement éloigné de toute civilisation, qu'il faut avoir un endroit spécial, une posture spéciale, un savoir-faire spécial, alors que, comme tu viens de le stipuler, eh bien, en fait, la méditation, ça peut être tout simplement une simple balade dans la nature, ça peut être aussi se concentrer sur l'activité que l'on aime. En fait, je crois qu'avant tout, la méditation, c'est savoir faire le vide sur le moment, et qu'importe la manière. C'est ça. C'est en quelque sorte, c'est savoir faire le vide et se concentrer sur son organisme. Voilà, c'est-à-dire essayer de chasser toutes ces pensées parasites qui nous hantent en permanence, qui n'arrêtent pas de passer au sein de la boîte crânienne, et puis là, de rester vraiment, de mettre des œillères, de rester concentré sur un point et ne plus penser à ce qui se passe autour. C'est ça la méditation. Dis-moi, quels sont les moments les plus mémorables de ta carrière de bodybuilder jusqu'à présent? Quels ont été ces grands moments phares qui t'ont marqué à jamais? Alors, mon plus grand moment, c'est lorsque j'ai participé à une compétition Universe en Italie, à Rimini, de notre fédération internationale, seulement ICN. Et sur scène, j'ai pas remporté cette compétition, j'ai fini deuxième, mais c'était une très belle compétition. J'étais avec, d'ailleurs celui qui a fini premier, avec un Coréen qui avait un physique incroyable. Et on sait en quelque sorte ce qu'on dit taper la bourre, tirer la bourre plutôt. Et voilà, on a combattu en faisant les meilleures pauses, en essayant au maximum de contracter nos muscles pour sortir justement notre meilleur profil. Et à la fin, une fois que les récompenses ont été données, les lots ont été donnés, on s'est pris dans les bras, et puis on est descendu dans les backstage, on a fait des photos ensemble, des selfies, tout ça. Et ça, c'est justement cette compétition-là, c'est cet esprit-là qui m'a marqué. Ouais, cette fraternité, qu'importe les frontières, puisque toi, tes racines, finalement, c'est le continent africain. Hein. Tes parents étaient de quel pays en Afrique? Du Cameroun. Le Cameroun, voilà, bah oui, beaucoup de sportifs, c'est le pays des sportifs, le Cameroun, avec une équipe de foot qui est exceptionnelle. J'aime beaucoup l'équipe du Cameroun. Ouais. Et puis bon, tous les grands sportifs qu'on connaît maintenant qui sont sur la scène internationale. Et puis à côté, c'est vrai, cette fraternité, elle a pas de frontières. À côté, on a, donc dans ton cas, un Coréen avec une culture qui est complètement différente, parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Corée.
et de travailler aussi pour des boss coréens. Lorsque j'étais moniteur de plongée, j'ai eu l'occasion de travailler pour des Coréens. Et c'est vrai que c'est une culture complètement différente du continent africain et du continent européen en règle générale. Et c'est ça que je trouve génial à travers le sport à haut niveau, c'est que finalement tout ce qui reste c'est la fraternité et qu'importe la culture, qu'importe les frontières, qu'importe le pays, voilà, et ça ne compte plus. Tout ce qui compte c'est vraiment le moment présent et le plaisir partagé et surtout cette activité qui rassemble des gens qu'importe les pays. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. Et surtout considérer ceux qui sont à côté de soi sur scène comme des partenaires de scène et non pas comme des adversaires. Voilà, ça c'est une belle mentalité. Sinon, comment abordes-tu la question des stéroïdes et des substances dopantes dans le bodybuilding naturel? J'imagine qu'il n'y en a pas du tout. Alors chez nous, normalement non. Alors d'ailleurs par rapport à ça, nous faisons des contrôles justement antidopage. Comment ceux-là sont effectués? En fait, on laisse les participants, les athlètes concourir. Quand ils sont sur scène, on en détecte certains qui peuvent être douteux. Mais par contre, ce qu'on contrôle, c'est uniquement ceux qui sont sur le podium. Parce que ça ne sert à rien d'aller contrôler celui qui est arrivé 10 ou 15e. Donc on contrôle vraiment ceux qui sont sur le podium, mais ceux qui vont plus représenter l'association. Donc on les contrôle et comment ça se passe? On les convoque une fois qu'ils sont descendus du podium. Ça se passe avec un infirmier ou une infirmière qui fait le prélèvement d'urine. Tout cela est scellé et c'est directement envoyé à notre fédération internationale qui, eux, les envoie directement à l'Agence mondiale antidopage pour faire le test. Un test antidopage, ça a un coût? Ça a un coût, ça coûte 300 € le test. D'accord, donc c'est un peu la raison pour laquelle on va s'intéresser surtout aux 5 premiers, quoi. C'est surtout que ça sert à rien en fait, effectivement, d'aller déranger les gens. Mais il y a une barrière psychologique aussi qu'on met, c'est que quand on fait un contrôle, on demande un chèque de caution de 300 €. D'accord. Ça déjà, c'est quand même pas mal de personnes. Pourquoi? Parce que s'il y a un contrôle qui s'avère positif, les 300 €, on les encaisse. Par contre, si c'est négatif, on rend le chèque de caution et les 300 €, c'est pour nous. Mais au moins, on est sûr que sur scène, il n'y a pratiquement que des gens qui sont naturels. Ouais, donc moi je pensais que lorsqu'il y avait des concours comme ça, c'est tout le monde qui devait automatiquement passer un test antidopage. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler d'une compétition en particulier qui t'a marqué en tant que cette fois-ci que organisateur? Ouais, j'y arrive. Celle qui m'a le plus marqué, c'est justement celle dont j'ai parlé tout à l'heure, celle de 2019 avant le Covid, où ce qu'on a eu 200 athlètes qui sont arrivés alors qu'on s'y attendait pas. Nous, on prévoyait plutôt aux alentours de 150 athlètes et à chaque fois on voyait les inscriptions qui augmentaient. Et même le jour même de l'enregistrement, parce que souvent on fait l'enregistrement à la veille de la compétition, même le jour de l'enregistrement, il y a des gens qui venaient parce qu'ils n'avaient pas pu s'inscrire ou alors ils avaient été sur le site trop tard. Et ça, c'était un événement qui m'a beaucoup marqué parce que fallait s'adapter et fallait courir partout, fallait trouver des solutions pour des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ça, mais à l'issue, quand même, j'étais très très satisfait. C'est pas évident. Moi, tu vois, j'aurais pensé que lorsqu'il y avait une compétition comme ça, on pouvait pas venir au dernier moment s'inscrire. Je pensais qu'il fallait au moins s'inscrire 2 mois, 3 mois à l'avance. Non, nous, on peut s'inscrire même la veille, le jour de l'enregistrement. Ah ouais, donc donc tu peux avoir des surprises, effectivement, si tu as prévu, comme dans ce cas-là, 150 personnes et il y a 200 qui arrivent. Bon, tu étais content finalement, parce que ça a énormément dynamisé l'événement. Dis-moi, quels sont les aspects les plus gratifiants de ton travail en tant qu'entraîneur et préparateur physique? Le plus gratifiant, c'est de voir les résultats déjà chez la personne qu'on suit. Parce que si on a quelqu'un et que on ne voit pas les résultats de ce qu'on a mis en place, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que c'est le pratiquant qui accomplit pas tout ce que je lui demande de faire correctement? Donc, quand on voit un athlète ou même monsieur, madame, tout le monde avoir des résultats satisfaisants, ça c'est un plaisir. Pas forcément pour moi, mais pour la personne que je suis. De voir que la personne réussisse dans ce dont elle investit, parce que c'est quand même un coût.
Donc c'est ma plus grande satisfaction, ça. Comme je te suis un peu sur Facebook, j'ai vu parfois que tu as eu chez tes élèves des transformations assez remarquables, notamment chez la jambe féminine. Tu avais Ouais. exposé ça pendant un moment sur ta page Facebook. Combien d'années pour arriver à ce résultat? Alors, tout dépend bien sûr de là où part la personne. Là, la dernière que je suis toujours d'ailleurs pour la compétition du 18 mai, ça a pris 1 an. Ça a pris Oh. 1 an et en 1 an, elle a perdu un peu plus de 10 kilos, mais en modifiant sa composition corporelle justement. Donc, elle a perdu du gras, mais elle a aussi construit du muscle, elle a raffermi et elle a créé du galbe aussi. D'accord. Du galbe, chez les femmes, c'est beaucoup les fessiers, hein. C'est une grosse recherche, un peu le galbe extérieur des quadriceps, c'est le fessier. C'est ça. Après, elle a, on va dire, elle a, comment dire, une morphologie et même, je dirais même une génétique qui lui permet de prendre d'un peu partout. Et cette année, ben, on l'a fait concourir en catégorie wellness. Donc wellness, c'est le haut qui est plus fin par rapport aux cuisses et fessiers. D'accord. Et étant donné qu'elle commence à prendre pas mal aussi du haut, je pense que l'année prochaine, elle sera plus côté ce qu'on appelle figure. Mhm. Figure, c'est à peu près bodybuilding féminin, mais c'est beaucoup moins sec et beaucoup moins volumineux. Bien sûr, comme tu dis, tout le monde n'est pas égaux. Et puis finalement, le plus important pour chaque personne, c'est pas spécialement de se projeter vis-à-vis des autres, mais surtout de se concentrer sur soi-même, de savoir que chacun est unique et c'est pas tout le monde qui a exactement le même patrimoine génétique. Mais être la meilleure version de soi-même, finalement, c'est ça l'objectif. C'est ça. Être la meilleure version de soi-même de jour en jour. Aujourd'hui, je me suis entraîné, ok, j'ai fait mieux qu'hier. Wow. Hier, je me suis entraîné, j'ai fait mieux qu'avant-hier, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Dis-moi, comment tu adaptes ton régime d'entraînement et de nutrition pour répondre aux besoins spécifiques de tes clients? Alors ça, c'est ce que je fais quand j'ai un client ou une cliente. Ce que je fais, ben, on fait un état des lieux, on fait ce qu'on appelle un bilan. On fait la prise de poids. On essaie de voir faire la prise de masse grasse. Et en fonction de ça, ben, on calcule le métabolisme de base. Et à l'issue, on calcule le métabolisme de maintien. Et on part du métabolisme de maintien pour aller soit en métabolisme de perte, pour perdre justement du gras, soit en métabolisme de prise, pour construire du muscle. Alors, tu utilises une formule spéciale pour calculer le métabolisme de base avec la dépense énergétique journalière? C'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle le facteur d'activité, donc qui va de 1 à 1,9. Ça, après, c'est ce qu'on utilise en fait pour déterminer le métabolisme de maintien. base, ouais. Et puis aussi le niveau d'activité physique, ça tu le calcules, tu essaies d'établir sur 24 heures quelle est la nappe d'une personne. Nappe qui veut dire niveau d'activité physique. C'est ça. Et quels sont les objectifs à long terme pour toi en tant que bodybuilder et professionnel du fitness? Comment tu te projettes dans les années à venir? Alors, si je peux concourir pendant jusqu'à 80 ans, ce serait mon plus grand bonheur. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que le bodybuilding naturel prenne beaucoup plus d'ampleur, aussi bien en France que dans le monde, et qu'on arrête à chaque fois de plus médiatiser en fait ceux qui sont suspicieux, on va dire, parce qu'on peut pas dire que quelqu'un est dopé tant qu'il n'y a pas de preuves. Donc, il y a suspicion. Mais moi, je préfère quand même qu'on mette en avant ceux dont il n'y a pas de suspicion. Bon, je dirais dans certains cas, la suspicion n'est plus possible. Hein. Ouais, mais le juridique dit que sans preuve, on n'est pas coupable. Quand je vois certains gabarits, c'est totalement impossible naturellement. Et puis on le voit bien. Et puis même avec ces excès de produits dopants, finalement, je trouve que certains gabarits deviennent pas beaux du tout. Ça devient ignoble avec ces veines, c'est surdéveloppé. Finalement, il n'y a plus cette harmonie, cette élégance. J'aime beaucoup cette élégance qu'il y avait au temps de Reeves, tu sais, dans les années 50. Ce bodybuilding qui était un peu plus naturel. Je pense qu'il prenait déjà des produits à l'époque, mais beaucoup moins. Et c'était beaucoup moins que maintenant. Ouais, c'était beaucoup plus élégant, je trouve. J'arrive pas trop à mon niveau, mais non, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour critiquer les gens, chacun fait ce qu'il veut naturellement. Mais j'arrive pas à projeter vraiment l'intérêt d'arriver à, mettons, à 110, 120 kilos, alors que tu peux avoir une silhouette formidable à 90 kilos, par exemple. Ouais. Bah après, chacun a son plaisir, chacun cherche
quand on est midi à sa porte. Voilà. Il y en a pour qui, effectivement, pour eux, c'est un objectif. On peut pas moi, je peux pas les critiquer. Non, moi non plus, je critique pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de lui-même, c'est sûr. Ouais. Maintenant, après, même si quelqu'un est dopé, j'apprécie quand même le travail. J'apprécie parce que c'est quand même une philosophie, une mentalité. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. On peut doper quelqu'un qui n'a pas la motivation pour s'entraîner, qui n'a pas la niaque, ça donnera rien. Donc, mais moi je préfère quand même, quand je dis j'aimerais concourir jusqu'à 80 ans, mais ce qui veut dire que j'aimerais aussi voir mes petits-enfants, voir mes arrière-petits-enfants si possible. Donc moi je fais un sport santé. Voilà, un sport santé, et puis tu sais, tout est possible. J'avais vu dernièrement une vidéo sur un Américain qui a 82 ans, qui fait du CrossFit et qui a une condition impeccable. Donc surtout, je crois que le plus important, c'est de ne jamais arrêter. Hein, toujours continuer et établir au quotidien une hygiène de vie. C'est pas tiens, je vais faire 3 mois de sport puis je m'arrête pendant 6 mois. Ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est comme se brosser les dents, c'est comme prendre sa douche. Il faut que ça fasse partie d'une hygiène corporelle quotidienne. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? À peu près 5 fois. 5 fois. Je m'entraîne 5 fois par semaine et je prends obligatoirement 48 heures de repos complet. C'est très bien, donc 48 heures pour vraiment que le muscle puisse se reposer et bien récupérer. Puisque finalement le repos est aussi important que l'entraînement. Faut surtout penser que le muscle se construit pendant le repos. Pendant l'exercice, en fait, on dégrade le muscle et c'est pendant le repos que l'organisme crée justement des adaptations pour combler en fait ce qu'il a perdu pendant l'entraînement. Là, on est en plein dans l'hormèse, ce phénomène d'adaptation par rapport à un effort, par rapport à un stress. Et l'hormèse, on le retrouve également lorsqu'on fait un sauna, lorsqu'on prend une douche très froide, lorsqu'on fait des exercices de technique respiratoire. On est en plein dans ce domaine de l'hormèse, c'est-à-dire que tout ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, voilà, au fur et à mesure. Comment intègres-tu la récupération et le repos dans ta routine d'entraînement intense, en dehors des 48 heures? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ça pour vraiment bien récupérer par rapport à l'entraînement? Alors déjà manger sainement, parce que si on mange de façon inflammatoire, l'organisme aura plus de mal à récupérer. Alors, est-ce qu'on mange sainement? Excuse-moi de te couper quand tu dis alimentation inflammatoire. Alors pour toi, c'est quoi une alimentation inflammatoire? Alors, déjà pour commencer, c'est tout ce qui est produit transformé ou ultra transformé. Certains transformés peuvent encore passer, mais tout ce qui est ultra transformé, déjà il y a plein d'additifs dedans, les additifs forcément c'est inflammatoire. Donc moi, généralement, je cuisine moi-même. Je vais au magasin ou au marché, j'achète mes fruits, mes légumes, je fais ma popote moi-même. Et au moins, je sais ce qu'il y a dans mon assiette. Et voilà, c'est maximum non inflammatoire. Ben, c'est très bien déjà. C'est vrai que l'une des premières approches, du moins l'approche que j'ai vis-à-vis de la santé, c'est déjà de commencer à préparer ses repas soi-même. C'est déjà la base. Bon, moi j'ai une alimentation différente, mais c'est une évolution aussi. Avant, je mangeais de la viande, mais malgré tout, je me concentrais de manière à avoir une alimentation qui soit quand même bien équilibrée. Mais depuis maintenant 11 ans, j'ai une alimentation végétalienne, majoritairement crue. Mais ça, c'est un chemin personnel, c'est ce qui me convient. Voilà. Et c'est avec ça que je fonctionne maintenant. Dans le quotidien, je ressens nullement le besoin de manger des produits animaux. Maintenant, lorsque je pars en voyage, ça m'arrive de manger du poisson, tout ça, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, je ne vais pas me faire un green smoothies lorsque je pars en Thaïlande ou à La Réunion ou je ne sais où. Mais dans mon quotidien, je ne ressens pas le besoin, si tu veux, de manger autre chose que ce qui est dans mon paramètre alimentaire. Et c'est ce qui me convient. Alors, est-ce que tu pourrais me parler d'une journée typique dans ta vie en tant que bodybuilder et entraîneur? C'est quoi ta journée typique? Allez, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Alors, je me lève, déjà, je vais travailler. Alors, une journée où je travaille... D'abord, on fait pipi. C'est vrai. Alors, c'est vrai. D'abord, on fait pipi, on se douche et tout ça. On prend son petit déjeuner. Bon, moi, généralement, c'est des œufs. Des œufs. Généralement, principalement, des œufs au plat. Pourquoi des œufs au plat? Parce que j'essaie au maximum de préserver tous les nutriments qui sont dans le jaune. Parce que le jaune cuit, on tue tous les nutriments, principalement les oméga 3. Donc je fais ça. Ensuite, je vais prendre mon train et je vais travailler. Je donne mon cours que j'ai à donner, ou alors des fois je suis sur le terrain. À l'issue, je rentre, je récupère ma voiture directement à la gare et je vais directement à l'entraînement. Je passe pas du tout par chez moi. Ah oui, parce que oui. Ouais.
Ah ouais, j'évite. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu passes par chez toi, c'est foutu, hein. Et C'est ça. c'est vrai que lorsque je travaillais l'hiver au camping, puisque je travaillais souvent avec l'équipe technique, eh bien, je me levais à 5 heures du matin, je prenais une douche froide et à 6 heures, j'étais à la salle de musculation. Je finissais mon entraînement vers 7 heures. 7h15, j'arrivais sur mon lieu de travail, le temps de prendre une douche chaude rapide, de m'habiller, ça me prenait 5 minutes. Parce que, voilà. Ouais. Et j'étais vers 7h25 sur mon lieu de travail pour prendre le café tranquillement, etc. Et on prenait pour un fou. Mais je dis, mais pour moi, ce qui est de la folie, c'est après une journée de travail, c'est d'aller à la salle. Je dis, là, au moins, c'est fait. En plus, cette matinée d'entraînement va me donner énormément d'énergie pour toute la matinée. Et ensuite, le soir, quand je suis fatigué, je rentre chez moi et je peux poser les pieds sous la couette et me mettre peinard. Parce que c'est vrai qu'en fin de journée, c'est pas toujours évident. Et je peux te comprendre que lorsque tu as fini ta journée de travail, la meilleure tactique, c'est d'aller directement à la salle. Parce que si tu rentres chez toi, c'est foutu. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas foutu parce que j'ai la flemme d'y aller, mais c'est que j'ai toujours quelque chose à faire chez moi. Donc si je rentre chez moi, je vais dire, ah, faut que je fasse ça. Donc je vais faire ça, et puis après, je vais dire, ah, il faut que je fasse ça aussi. Et parfois, je fais plusieurs choses en même temps. Et puis après, j'ai pris le temps d'aller à la salle, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de tout de suite aller à la salle après le boulot. Moi, il faut vraiment que je calcule certaines choses sur ma journée parce que je suis de nature fainéante. Autant j'aime faire les choses, j'adore faire les choses, mais je peux être de nature fainéante. Donc, je suis obligé de m'imposer certaines règles de manière à ne pas déroger à une certaine discipline. Voilà. Chacun est différent, hein. Bon, pour toi, apparemment, c'est pas un problème, mais je sais qu'après une journée de travail, lorsque j'allais à la salle de musculation après la journée de travail, j'y allais directement. C'était sur le chemin, je m'y arrêtais. Même si j'étais fatigué, mais je savais que si je rentrais chez moi, c'était foutu. Quelle est ta philosophie personnelle en matière de fitness et de bien-être? C'est quoi ta philosophie? Ma philosophie, alors je dirais que c'est important déjà de faire une activité. Et pourquoi? Parce que le corps est feignant. Le corps, si on ne l'utilise pas, il s'élimine. En quelque sorte, si on n'utilise pas les muscles, l'organisme en fait il enlève les muscles. C'est pour ça justement qu'il faut s'exercer, qu'il faut exercer les muscles, qu'il faut travailler avec un peu de résistance. C'est pareil pour le cerveau. Si on sollicite pas le cerveau, il régresse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut stimuler les enfants justement pour les faire évoluer. Donc pour moi c'est ça, c'est le fitness, le sport en général, c'est donner une longévité à l'organisme et en bonne santé. Voilà, là ça me parle tout à fait. Et comme tu viens de l'exprimer, et ça c'est totalement correct, c'est vrai que si tu n'exerces pas ton muscle, ton corps va se dire finalement, puisque cette fonction n'est pas sollicitée, je ne vois pas l'intérêt de construire une fonction que l'organisme ne sollicite pas. Donc ensuite le corps va se développer en fonction de ce que tu vas utiliser. Si tu restes assis toute la journée, eh bien il ne va pas considérer que la marche est importante. Et ça va entraîner une atrophie musculaire. Donc c'est vraiment important de faire du sport tous les jours. Un exemple tout bête, il y a une étude justement qui a été faite sur la partie du cerveau qui nous aide à nous orienter. Et ils se sont aperçus que depuis qu'il y a les GPS qui existent, cette partie-là chez l'être humain a justement régressé. Et oui. Pourquoi? Parce que le cerveau, il n'a plus besoin d'avoir le sens de l'orientation puisqu'il y a déjà le GPS en fait qui lui donne tout. Et oui. Donc, à l'époque, il fallait s'arrêter sur le côté de la route et regarder la carte et tracer avec un stylo. C'est ça. Maintenant, c'est beaucoup moins compliqué. Comment maintiens-tu un équilibre sain entre ta carrière de bodybuilder et ta vie personnelle? Comment tu arrives à équilibrer ça? Alors, moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas besoin de trouver un équilibre parce que je suis célibataire. Donc, on va dire, c'est une chance ou une malchance, ça dépend des moments. Mais déjà, ça me permet effectivement de vivre pleinement mon activité et de me faire plaisir. Peut-être que tu trouveras une compagne qui sera accro comme toi à tout ce qui est compétition, ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que dès le moment qu'on est en couple avec quelqu'un, que ce soit pour un homme, pour une femme, il y a énormément de paramètres qui font que c'est beaucoup plus difficile de s'organiser dans son quotidien. Lorsqu'on est seul, eh bien, on est face à soi-même et c'est beaucoup plus simple. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces avec toutes ces sollicitations qu'il y a maintenant dans le monde moderne vis-à-vis de nos anciens grands-parents.
Et c'est vrai que je pense que les gens ont du mal à se sentir, ils veulent faire tellement de choses et peut-être le partenaire ne veut pas. Enfin bref, je pense que ça peut entraîner pas mal de friction. Dis-moi, quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour atteindre tes objectifs en tant que bodybuilder? Est-ce que tu as fait des sacrifices? Alors, les sacrifices, c'est à peu près comme les sacrifices de ceux qui font du sport à haut niveau. C'est se couper un petit peu du social, puisque c'est difficile d'aller au restaurant, c'est difficile d'aller en boîte, c'est difficile. Tout ça, en fait, on est obligé de se retirer pour se concentrer sur soi. Parce que si on va au restaurant et puis qu'on dit moi je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, on a vu même si ceux qui sont avec nous comprendront, mais il y a toujours peut-être une petite gêne. Donc voilà, c'est la première chose le premier sacrifice entre guillemets que j'ai dû faire. Qui est vraiment social, ouais. Tes amis ils arrivent à comprendre quand même, ou bien parfois ça a créé des problèmes? Après, il y en a. On dit souvent que on est bien dans le monde qui nous ressemble. C'est ça. Donc forcément, ceux qui sont absolument pas sportifs ou body, ils ont pris un peu plus de distance. Voilà, maintenant, ceux qui sont restés, ce sont de bons amis, quoi. Bah oui, c'est toujours dans des situations comme ça qu'on voit quels sont réellement les vrais amis et puis ceux qui étaient là tout simplement par accoutumance, on va dire. C'est ça. Comment la mentalité et la discipline du bodybuilding se traduisent-elles dans les autres aspects de ta vie? On va dire que la rigueur, puisque pour être performant en tant que bodybuilder, il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Et ça, ce sont des choses justement que... Alors je sais pas si c'est ma vie à côté qui a fait en sorte à ce que j'arrive à l'appliquer au bodybuilding, ou si c'est l'inverse, si c'est le fait que j'ai eu de la rigueur en bodybuilding qui me permettent maintenant de l'appliquer dans ma vie active. Mais c'est la rigueur et la discipline. Voilà, la rigueur et la discipline, ouais. Plus que la motivation. Plus que la motivation. La motivation est un début, la discipline est la suite. Voilà, parce que la motivation, elle varie sur la journée. Hein. Je peux très bien avoir soudainement envie d'aller m'entraîner à 10h et dire j'ai un truc à faire, et tu arrives à midi, tu dis là j'ai moins envie d'aller m'entraîner, tu vois. Ouais, donc bon, ceci dit, on ne peut pas non plus compter uniquement sur sa motivation. Si à 10h du matin, tu as envie d'aller t'entraîner alors que tu es dans ton train, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est ça. Dis-moi, quels sont les conseils les plus importants que tu puisses donner à tes clients pour les aider à atteindre leurs objectifs de fitness? Quels sont tes conseils phares que tu vas donner à tes clients? C'est toujours le principal, c'est la discipline. Effectivement, comme on l'a dit, la motivation, c'est bien, mais ça varie selon les heures de la journée, selon les jours, selon les mois. À partir du moment qu'il y a la discipline, on se dit, telle heure, je dois aller là-bas, l'heure arrive, j'y vais. On ne se pose pas de questions, je reste discipliné, j'y vais. C'est ce qui permettra après d'avoir justement des résultats. Il y a ça, mais aussi surtout ne pas être pressé. Ne pas être pressé, parce qu'il y en a beaucoup, même moi que j'ai eu souvent, que j'ai suivi, on leur donne quelque chose à faire avec un plan alimentaire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent encore plus le plan alimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir en fait le résultat le plus rapidement possible. Sauf que souvent ça fait l'effet inverse, parce qu'ils basculent après dans le surentraînement, et puis là ça fait l'effet inverse, parce que du coup ils arrêtent, et parfois ils remangent beaucoup plus que ce qu'ils ne mangeaient avant. Oui, bien sûr, parce que c'est un déséquilibre. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu fais, finalement, avoir un coach sportif, je pense que de plus en plus de gens réalisent l'importance d'avoir un coach sportif dans son quotidien, parce que ça te permet justement de passer cette barrière de la discipline, parce que tu n'as pas le choix. Et lorsque tu as un rendez-vous avec ton coach, tu as un rendez-vous à midi ou tu as un rendez-vous à 17h, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas le planter. C'est ça. Surtout quand tu as payé. Eh oui, surtout quand tu as payé. Ouais. Donc c'est vraiment un excellent moyen d'avoir une rigueur dans sa vie de sportive, et d'autre part aussi de s'améliorer, puisque un coach sportif a énormément plus de connaissances que le client généralement, et puis surtout il va pouvoir peut-être apporter un regard extérieur que le client ne voit pas forcément. C'est ça. Tout à fait. Alors ce regard extérieur, c'est par rapport aux proportions, c'est par rapport à différents critères. C'est par rapport aux proportions, par rapport on va dire à la masse graisseuse, mais aussi c'est aussi par rapport aux longueurs de segments. Il y a quelqu'un qui a des longs segments, n'aura pas le même entraînement que quelqu'un qui a les segments courts.
Un exemple sur les jambes, quelqu'un qui a les segments courts, il développera beaucoup plus facilement les quadriceps, surtout sur des mouvements polyarticulaires, donc qui sollicitent plusieurs articulations comme le squat. Sur le squat, quelqu'un qui a les segments courts sollicitera beaucoup plus ses quadriceps, donc va plus facilement les développer. Quelqu'un qui a les segments longs, sur le squat, développera beaucoup plus tout ce qui est fessier, ischio-jambier. Voilà. Un truc tout bête. Ce qui est mon cas, finalement. Ouais. Parce que j'ai les segments longs, tu le vois bien. Hein, je suis une personne longiligne. Quand j'avais commencé la musculation, je faisais 60 kg. À 88 ans. À 28 ans, j'étais arrivé à 88 kg, c'était le maximum. Et maintenant, à 57 ans, je suis environ 71-72 kg, qui est devenu mon poids de forme. Ouais. Juste avant qui est le Covid, en 2020, j'étais arrivé, c'était d'ailleurs la période durant laquelle j'allais m'entraîner tous les matins. J'avais pris de la créatine pendant cette période-là et j'étais monté à 77 kilos à sec, j'étais bien. Et puis ensuite, j'ai eu une blessure, voilà, ça peut arriver, hein. Blessure avec les dips, une blessure à l'épaule. Et puis ensuite, en 2021, au travail, j'ai eu une double pubalgie massive. Ouais, donc il y a un adducteur, j'ai complètement récupéré au bout d'un an et depuis je traîne toujours une douleur sur un autre adducteur. Donc à la salle je travaille énormément les adducteurs et je fais énormément d'étirements. Je suis en phase de récupération, mais je pense qu'il va falloir encore 1 ou 2 ans pour que mon adducteur récupère totalement, parce que la pubalgie c'est vraiment compliqué et notamment ça me freine sur certains mouvements de yoga que j'arrivais à exécuter parfaitement auparavant et maintenant je ne peux pas parce que je suis sur une petite phase de douleur, tu vois. En tout cas, c'est une bonne chose que tu continues à t'entraîner malgré les blessures, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui pensent que je suis blessé, donc j'arrête de m'entraîner. Non, surtout pas. Sauf que ça fait souvent l'effet inverse. Ouais. Alors ensuite, dis-moi, quels sont tes projets et les compétitions à venir auxquelles tu vas participer ou que tu vas organiser? Là, tu peux en parler maintenant, parce que on va y arriver là. Allez, à toi. Ouais. Alors, la prochaine compétition d'ailleurs, c'est samedi. Donc je ne sais pas si le podcast sera diffusé avant ou après, donc c'est samedi. Il sera diffusé dimanche à 19h, voilà. Et donc, le lendemain. Ouais, c'est ça. Donc voilà, la compétition c'est le 11 mai. D'ailleurs, j'essaierai au maximum de partager sur mon Instagram, de partager pas mal de photos, de vidéos et tout ça. C'est à Porto. Ok. Et ensuite, après celle-là, il y a celle que moi j'organise qui se passe au Perret-en-Yvelines dans le 78, à peu près à... Juste un petit truc, quand tu dis à Porto, c'est le Portugal, hein, pour que tout le monde sache. C'est ça, oui. C'est le Portugal. Voilà, le Portugal. Donc tu pars ce soir, je crois que c'est ce soir que tu vas prendre l'avion. Demain matin. Ah, demain matin, bon ça va, c'est tranquille. Demain matin, enregistrement dans l'après-midi, ce qui me permet après de me reposer, de faire ce qu'on appelle une recharge, et puis la compétition le lendemain. Voilà, donc ouais, il vaut mieux que tu arrives bien reposé à ta compétition. C'est ça. Et donc après, le samedi 18 mai, il y a notre compétition qu'on organise ici au Perret-en-Yvelines, à 5 minutes de Rambouillet. À cette compétition-là, ce sera, on pourra justement faire les sélections pour ceux qui iront au championnat d'Europe, qui lui sera à Rimini en Italie. Et championnat d'Europe, ce sera du 30 mai au 2 juin, c'est ça. 30 mai au 2 juin. Et... Donc ça, c'est prochaine compétition. Et à l'issue, il y aura une autre compétition que nous aussi on organisera. D'ailleurs, la date vient de tomber. Ce sera le 5 octobre du côté de Montpellier. D'accord. Et cette compétition-là, ce sera justement pour sélectionner ceux qui iront au championnat du monde le 7 novembre en Australie. Alors, une petite question. Tu seras compétiteur sur tous ces événements? Non, je suis organisateur. Alors pour le 11, samedi 11, je suis compétiteur. Voilà. Le 18, je suis organisateur. Du 30 au 2 mai, je suis accompagnateur. J'accompagne les athlètes qui ont été sélectionnés pour les encadrer justement. Et ce sera pareil pour le championnat du monde. D'accord. Donc là, je crois que ça fait 4 ans que tu n'es pas monté sur scène. C'est ça, exactement. Ah oui, donc 4 ans après, donc la dernière fois que tu avais fait une compétition, c'était à 44 ans, 48 ans, c'est le retour d'Abel en pleine forme. C'est ça, et il faut que je sois mieux qu'il y a 4 ans. Oh, quel mental, c'est extraordinaire. Moi ça me parle, ça, je trouve ça génial. Bon, on va y revenir un peu, on en a parlé tout à l'heure. Quel est ton avis sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde du fitness et du bodybuilding sur un plan professionnel? C'est très très bien quand c'est bien utilisé.
Ouais, ça permet de toucher un maximum de monde et surtout des gens qui seraient inaccessibles s'il n'y avait pas les réseaux. Je suis pas inaccessible par rapport à la distance. As-tu gagné des clients vis-à-vis des réseaux sociaux? C'est-à-dire des gens qui t'ont vu sur des réseaux sociaux, qui se sont dit, tiens, j'aimerais bien qu'Abel devienne mon coach, je vais le contacter. Ça t'est arrivé souvent? Tout ce que j'ai, c'est que par les réseaux Et sociaux. voilà, donc l'organique, hein, Alors, c'est... C'est ça. Soit réseaux sociaux, soit effectivement bouche à oreille. Mais même le bouche à oreille, quand quelqu'un parle de moi ou a entendu parler de moi, il va quand même sur les réseaux sociaux pour voir ce que je fais. Et à l'issue, il me contacte justement par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est devenu en quelque sorte ta vitrine. C'est ça, exactement. Et combien de followers tu as sur tes réseaux sociaux? Parce que je te vois, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé. Est-ce que tu as vraiment une page ou tu as juste ton profil Facebook? Alors j'ai mon profil Facebook qui avant, il y a longtemps, c'était privé. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé les compétitions, j'ai retiré tout ce qui était privé pour vraiment mettre tout ce qui est sportif et professionnel sportif. Donc c'est-à-dire Et que tu n'as pas créé de page, tu es resté sur ton profil et tu l'as professionnalisé. Alors si j'ai un profil, mais j'ai aussi une page, effectivement. J'ai une page qui mon profil c'est Abel Oyoa et ma page c'est Abel Body Trainer. Abel Body Trainer. Tu as combien de followers sur ta page? Tu sais pas peut-être? Alors sur ma page Facebook, il me semble que je suis aux alentours de 1700. Sur mon compte Instagram, je suis aux alentours des 2500. Eh ouais, c'est bien déjà, c'est une jolie communauté qui commence à te suivre. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est génial. Alors dis-moi, quels sont tes projets en tant que non professionnel, c'est-à-dire tous tes projets personnels dans ta vie, quels sont tes projets futurs en dehors du bodybuilding? Projet futur. Alors moi déjà ce qu'il y a c'est que j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre, je me dis que l'apprentissage fait partie de la vie, ça permet de continuer à s'élever. Comme là dernièrement, pour devenir moniteur de tir, j'ai été passer un diplôme en gendarmerie et j'avais 47 ans et j'étais avec des jeunes qui avaient la trentaine. Donc c'est une formation qui est très très physique, qui dure 6 semaines. Ah bon, parce que le tir c'est physique. Alors il n'y avait pas que le tir. En fait c'est une formation qu'on appelle d'ailleurs le MIP, c'est moniteur d'intervention professionnelle. D'accord. Donc pour ça il faut savoir enseigner tout ce qui est je vais essayer de rester pour un public large, donc tout ce qui est self-défense, donc tout ce qui est pouvoir utiliser les moyens de contrôle sur un individu à main nue. Donc il y a ça, donc pour ça faut être sportif, il faut avoir une bonne condition parce que on fait des combats, on fait un mélange de MMA. Il y a ça. Après, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, mission. On fait des missions dans le sens où on doit faire ce qu'on appelle le baptême terrain, où on doit repérer des façades, repérer un terrain pour pouvoir faire une planque, pour pouvoir progresser en toute discrétion. Il y a ça. Il y a aussi le fait des heures de sommeil qui sont très très réduites. Parfois, on avait des journées qui duraient 50 heures. Une journée de 50 heures, j'y crois pas. C'est ça. Une journée de 50 heures, j'y crois pas. Ça c'est. Donc ça tire pas mal. Ouais. C'est-à-dire que pendant 50 heures, vous dormez pas, c'est ça? C'est ça. Ah oui, c'est carré. En fait, on a des cours. À l'issue des cours, on a des exercices. À l'issue des exercices, on a des mises en situation. Voilà. Et en fait, ça pouvait tirer comme ça pendant des heures. Ah, ils font exprès pour casser l'individu, pour voir quelle est un peu sa limite mentale, émotionnelle et physique. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est dans la difficulté qu'on apprend vraiment à se connaître. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Tant que la vie est belle, c'est facile. Hein. Tant que la vie est belle. Voilà. Finalement, pour conclure un peu, quel conseil tu donnerais à ceux qui aspirent à une carrière dans le bodybuilding naturel? Ça serait quoi ton dernier message vis-à-vis de ça? Ce serait la patience. La patience et de s'entraîner à fond, de pas lâcher et d'y croire, simplement. Voilà, c'est un beau message. Je rebondis un peu ce que tu disais avant. Donc, moniteur de tir, tu as appris à tirer avec quel type de pistolet? Beretta? Alors, c'est pas le Beretta maintenant, c'est les Six Hour. Ah, les Six Hour, c'est autrichien, non? Ouais, c'est ça. Le 20-22, c'est l'arme utilisée par la police et la gendarmerie.
Donc c'est avec celui que j'ai appris à tirer. J'ai aussi appris à tirer avec des fusils d'épaule. Le G36, qui est une arme de guerre en quelque sorte, voilà, une arme de guerre, une arme automatique. Il y a celui-là. Et c'est quoi comme calibre? C'est du 5,56 comme le FAMAS ou... C'est ça, 5,56. 5,56, comme le FAMAS. Et autrement, les normes de l'OTAN. les membres de... Ouais. Les normes... Ah oui, je disais ça, les normes de l'OTAN. Ah oui, je croyais que tu m'avais dit les normes de l'ONU. C'est pour ça que je me dis, il y a un truc qui va pas là. Non. Les normes de l'OTAN, d'accord. Et ouais, bah, c'est bien. Tu tires au fusil à pompe aussi Non, fusil à pompe, non. Non, on n'a pas fait le fusil à pompe parce que progressivement, en fait, c'est retiré de la gendarmerie. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'enseignent plus. D'accord. Mais j'ai aussi tiré à ce qu'on appelle l'UMP9. L'UMP9, lui, c'est un calibre 9 mm. 9 mm, bien sûr, ouais. Et pourquoi le fusil à pompe est de moins en moins utilisé? Alors ça, je sais absolument pas. C'est sûrement parce qu'ils ont fait des retours d'expérience et qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être moins efficace, peut-être. D'accord, ok. Bien, écoute, ça c'était pas tellement l'objectif de ce podcast, d'aller parler des armes, mais bon, comme tu me dis que tu faisais du tir, je me suis dit, voilà. Donc, est-ce que tu as le droit d'avoir un port d'armes en dehors de ton travail? Alors, non, je n'ai pas de port d'armes en dehors de mon travail. Par contre, en étant inscrit dans un stand de tir, okay, je peux faire du tir sportif. Et une fois que j'ai un certain nombre de mois, je peux demander auprès de la préfecture d'avoir une autorisation de détention d'armes. Donc ce qui me permet d'avoir une arme chez moi, d'aller au stand de tir, mais pas de la porter dans la rue. Ah oui. Pas de la porter à la ceinture ou... voilà, ça, j'ai pas le droit. C'est pas le Texas? Non, absolument pas. Oh, je dirais heureusement. Heureusement, oui, parce que si tout le monde avait des armes, ça serait terrible. Le moindre petit accro, c'est vrai, ce qui se passe aux États-Unis, c'est terrible. Bon, on va pas y revenir là-dessus. Écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que les auditeurs ont énormément apprécié de découvrir ta carrière, et puis en dehors de ta carrière aussi un peu ton aspiration, ta philosophie de vie. Et je trouve bien que je ne fasse pas de la compétition dans le domaine de la musculation, c'est pas une chose qui m'intéresse, je le fais uniquement à titre personnel, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects qui font que on a un peu cette même vision de la vie sur pas mal d'aspects, notamment tout ce qui est motivation, tout ce qui est le regard des autres qui n'est pas important, mais surtout d'avoir un regard positif sur soi-même et de se concentrer beaucoup sur son évolution personnelle de manière à pouvoir interagir d'une manière plus positive avec son environnement, c'est-à-dire avec les autres personnes. Tu es d'accord avec ça, non? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, toutes les activités physiques sont à peu près dans cette philosophie-là. Voilà. Bon, écoute, je te remercie, Abel, parce que c'est le premier podcast de Qui l'eût cru podcast. Voilà. Pour moi, c'était un honneur de t'accueillir. La semaine prochaine, il y aura un invité surprise. J'en dis pas plus. C'est une personne qui ne vit pas en France et qui se nourrit quasi exclusivement de prana. Voilà, j'en dis pas plus. On verra ça donc lors du deuxième podcast. Est-ce que tu aurais un dernier message à passer, ne serait-ce que personnel, à l'audience? Alors, un petit dernier mot que je peux donner à tout le monde, ce serait de toujours essayer, de toujours faire en sorte d'accomplir ses rêves et de ne pas écouter ce que les autres peuvent nous dire, parce que nos rêves nous appartiennent et que ceux qui nous conseillent ou quoi que ce soit n'ont pas vécu nos rêves. Donc c'est nous qui vivons nos rêves, c'est à nous de les accomplir sans tenir compte de ce que les autres peuvent nous dire, surtout quand ils essaient de nous décourager. Ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont souvent tendance à projeter leur propre schéma sur les autres, et chaque schéma est différent. Et c'est vrai que très tôt, lorsque j'avais 19-20 ans, je me disais, je veux partir faire le tour du monde. C'est ce qui m'intéresse, le reste ne m'intéressait pas. Je voulais faire de la plongée, faire le tour du monde, et je suis parti comme ça pendant presque 16 ans. Et j'ai réalisé une partie de mes rêves. Et si je devais le refaire, je le referais. Tu vois. Bon, sur 16 ans, j'ai fait à peu près 5000 plongées, je pense. Et j'ai plongé dans des endroits extraordinaires et j'ai vécu des expériences auxquelles je n'aurais jamais pensé, et des expériences qui ont dépassé largement ce que je pouvais espérer. Et c'est vrai que c'est bien de prendre des risques dans la vie, parce que vouloir toujours rester dans sa zone de confort, sa zone de sécurité, eh bien c'est arrêter de vivre, parce que
l'essence même de la vie, c'est de sortir justement de cette zone de sécurité, en faisant attention, bien sûr, hein. Pas de faire n'importe quoi, mais de prendre des risques de manière à pouvoir évoluer. Et le long du chemin, il y a des choses qui se mettent en place, qui se produisent, et qui permettent, après des années, eh bien, d'expérimenter des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà, on va conclure avec ces belles paroles. Je te remercie. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un autre podcast, qui sait. Avec plaisir. Surtout après ton retour de compétition. Voilà, messieurs, dames, c'était donc Abel Oyoa, pas Abel Oyono, c'est marqué Abel Oyono sur ton profil, là. Et donc, compétiteur professionnel en naturel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Je vous rappelle que tous les podcasts sont diffusés le dimanche à 19h. Bonne journée à vous, ciao ciao, bye bye Abel, merci. Allez.